tout, je suis pharmacien, mais je travaille depuis bientôt 5 ans aux collections, à l'inventaire des collections d'École des Mines. Moi, je suis Ségolène Courant, je suis géologue de formation et dans le cadre d'une mission depuis septembre 2023, j'ai la charge de la coordination du transfert des collections, du tri, du stockage et de la valorisation future d'un certain nombre d'échantillons remarquables de nos collections. Il faut revenir aux origines de l'école, il faut remonter à 1816 et en règle générale, il faut remonter aux enseignements de toutes les écoles des mines, donc pas uniquement celle de Saint-Étienne. Et il était important pour former des ingénieurs géologues ou des mineurs de leur apporter un enseignement de géologie. Et la base de l'enseignement de géologie, c'est le minéral, c'est la roche, c'est le fossile. L'intérêt d'avoir des collections, d'une part, c'est un intérêt systématique, c'est-à-dire qu'on va avoir des échantillons différents qui couvrent, pour la paléontologie, plusieurs périodes, pour les roches à plusieurs origines, les roches sédimentaires, des roches volcaniques, des roches métamorphiques, etc. Pour les minéraux, toute la catégorie des minéraux. Il ne faut pas oublier que la finalité des écoles des mines, c'était aussi de former donc, des ingénieurs qui allaient travailler aussi sur le terrain pour faire des recherches, pour faire des exploitations de charbon, de minerais ou de carrières, etc. C'était le but final, c'était de former un ingénieur. Donc il y a le terrain et il y a la collection qui est la référence importante pour identifier les échantillons et pour après faire des travaux ou des recherches, etc. Ces collections se sont constituées au départ par des échantillons qui venaient de l'École des Mines de Paris, du coup, pour faire un fond de base. Et petit à petit, ces collections se sont enrichies à partir des recherches, des enseignements, des anciens de l'école qui travaillaient part et d'autre du monde et qui envoyaient aussi des échantillons à l'école. Et c'est comme ça que petit à petit, sur 150 ans, en gros, les collections se sont constituées par grands ensembles thématiques. Donc là, on est dans une toute petite partie, il y a un immense iceberg, on est dans une toute petite partie, dans une salle qui n'est pas bien grande, mais où il y a déjà un certain volume de cette collection. Si on devait la quantifier, c'est combien de pièces? Ça couvre quel secteur? Nombre de pièces, on peut dire autour de 50 000 à peu près. Tout dépend de la façon dont on calcule les pièces. Après, c'est-à-dire si vous avez une boîte avec 20 fossiles, est-ce que vous allez quantifier la référence du fossile ou les 20 fossiles? Donc là, c'est comme compter des grains de sable. Donc après, c'est plutôt en termes de, on va plutôt partir en termes de référence. Il n'y a pas eu réellement d'inventaire global qui ont été faits. Par contre, il y a eu des registres qui ont existé tout le long du fonctionnement de l'école. On a des registres qui datent du début du XXe, voire même peut-être pour certains de la fin du XIXe. Et certains registres se sont enrichis, d'autres dans les années 60, dans les années 90. Mais globalement, il n'y a pas eu réellement d'inventaire de faits globalement. Mais ce qui est normal, puisque de toute façon, il y avait un enrichissement permanent. Donc c'est très difficile après de globaliser les choses. Ou alors il aurait fallu peut-être qu'il y ait un conservateur qui ne fasse que ça. En fait, juste pour situer les choses quand même, donc on a un local où sont stockées la majorité des collections. Et pour des raisons logistiques, on retire un certain nombre de choses du local. Et donc c'est vraiment une sorte de jeu de chaises musicales, c'est-à-dire que là on a ce qu'on a pu retirer depuis plusieurs semaines du local. Ça représente à peu près un tiers du volume de l'existant au total. Et alors c'est essentiellement dans cette partie-là la collection paléontologie générale, communément on appelle les fossiles. Et donc la collection de paléontologie générale, c'est
des échantillons qui racontent, qui sont significatifs de toute l'histoire de l'évolution de la vie, qu'elle soit végétale ou animale, depuis les débuts de l'apparition de la vie. Donc, à l'école des mines de Saint-Étienne, on a un certain nombre d'échantillons, voilà, qui balayent pratiquement... Qui balayent l'ensemble de l'histoire de la géologie, puisqu'on part sur des échantillons qui ont 1 milliard d'années à peu près, et jusqu'à des fossiles actuels. Ouais. Donc, si on peut parler de fossiles actuels. On peut en parler? Oui, on peut, oui, à partir du moment où on fait tomber dans le sable un coquillage, on peut dire que c'est le début de la fossilisation. Donc on a quelques coquillages qui sont actuels. Ouais. Alors là, donc, on a des fossiles qui proviennent d'endroits qui sont souvent les mêmes, concernant une période bien précise de ce qu'on appelle la stratigraphie. Alors la stratigraphie, c'est la superposition des couches géologiques. Donc il faut savoir que chaque couche possède des fossiles bien caractéristiques, et grâce à l'identification des fossiles, on peut dater la couche. Voilà. Il y a des subdivisions, on parle d'étages, on parle de zones, on parle de sous-zones, on parle d'horizons. Donc ça peut aller de plusieurs dizaines, centaines de millions d'années à plusieurs millions d'années. Donc un étage géologique, ça peut faire plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Un horizon, ça peut faire à peu près 20-30 cm ou plus. Donc ça dépend des secteurs, ça dépend des périodes. Alors tous ces fossiles ont un nom, donc un nom latin, donc qui est composé d'un nom de genre et d'un nom d'espèce. Voilà. Et donc il y a différentes catégories de fossiles. Ce sont des animaux. Donc, on a des coquillages. Donc, dans les coquillages, on a des bivalves, qu'on appelle aussi des lamellibranches. Alors, c'est peut-être un mauvais exemple parce qu'il n'y a peut-être pas de bivalve ici. Ah si, là on a l'anspirifère. Non, c'est tous des brachiopodes en l'occurrence. Voilà. Donc là, on a ce qu'on appelle les brachiopodes. C'est un peu comme un bivalve, c'est aussi un mollusque. On a ce qu'on appelle des céphalopodes. Alors les céphalopodes, tout le monde connaît les seiches, les pieuvres et tout ça. Là, à l'époque, on avait alors c'est pas des bélemnites, là, ce qu'on appelle des orthocéras. Alors les orthocéras, c'est comme des bélemnites, mais en plus vieux. Là, ça date de l'ère primaire. Donc ça ressemblait en gros à un calmar, mais avec un os à l'intérieur, qui pouvait atteindre des tailles impressionnantes. Les orthocères pouvaient atteindre plusieurs mètres de long, avec des tentacules. Ça a été trouvé où? Je vais vous le dire. Donc là, c'est dans le Yorkshire, donc là c'est en Angleterre. Il faut savoir que l'Angleterre, donc là on est sur de 250 millions d'années à peu près. Donc c'est vraiment des fossiles très anciens. Le travail de Michel, c'est de reprendre depuis 5 ans les tiroirs un par un. Donc effectivement, il y a des registres, voilà. Il y a quand même les étiquettes si elles n'ont pas été égarées, mélangées. Et donc Michel reprend tout ça un par un, constitue un fichier Excel avec l'identification et la liste de l'ensemble des fossiles par tiroir. Et parfois, quand il y a des fossiles intéressants ou des zones importantes de référence, pour l'ensemble de la communauté, de la géologie ou de la paléontologie. Donc en plus, il y a toute la bibliographie associée. Et puis Michel nous fait des pages pour expliquer où ça se trouve, c'est quoi les types de fossiles, etc. Donc il y a aussi tout un travail de documentation scientifique qui va nous permettre plus rapidement que si on l'avait fait il y a quelques années, sans le travail de Michel, de pouvoir valoriser ou répondre à des demandes spécifiques. Il y a des spécialistes en France et parfois dans le monde qui vont peut-être être intéressés par certains de nos échantillons parce qu'ils sont rares, parce que il n'y en a pas partout. Donc c'est aussi l'idée de faire savoir tout ce que l'on a pour répondre éventuellement à des demandes diverses et variées.
Saint-Étienne, du bassin stéphanois. Donc c'est évidemment lié au charbon. Et ce sont des fossiles qui sont associés au charbon, qui sont présents dans des schistes et qui sont présents sur l'ensemble du bassin, depuis Saint-Étienne jusqu'à Communé, bon, qui remonte en gros la vallée du Gier, en passant par Saint-Chamond, Rive de Gier et tout ça. Donc là, on a des fossiles, donc essentiellement ce sont des fossiles de plantes. Hein. Il existe quelques fossiles de poissons. Malheureusement, sur Saint-Étienne, on n'a que des petits éléments, des écailles, des arêtes, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça nous dit de l'époque? Qu'est-ce que ça nous dit du paysage de l'époque? Alors, il faut savoir que Saint-Étienne était entouré d'immenses montagnes, hein, qui faisaient pratiquement jusqu'à 7000 mètres. Et en dessous, on avait des bassins avec des forêts luxuriantes. Les feuilles, tout ça c'est tombé, ça s'est emporté par les eaux, ça s'est accumulé, ça s'est tassé, et ça a formé du charbon. Voilà. Et on est à quelle époque à ce moment-là? Et là, on est au Carbonifère, donc voilà. 300 millions d'années. 300 millions d'années, ouais, à peu près, ouais. Et donc le stéphanien, ça a été défini à Saint-Étienne, et donc c'est caractéristique de cette époque-là géologique, et les bassins houillers qui se sont formés à la même époque ont les mêmes types de fossiles, et comme ça a été défini à l'époque à Saint-Étienne, et ben l'objectif pour nous, c'est effectivement de reconstituer une collection de références sur cette époque géologique qui aujourd'hui porte un nom différent. Donc nous, là, on a la matière, voilà, et l'étude du stéphanien, c'est quand même fait aussi à l'école des mines de Saint-Étienne, donc on a des grands noms comme Ganterie, Paul Bertrand, voilà, comme Zeller, etc., qui ont travaillé sur ces fossiles-là, qui ont écrit des flores, hein, qui sont magnifiques d'ailleurs. En fait, c'est des descriptions dessinées des fossiles, quoi. À l'époque, il n'y avait pas la photo. Ou de la reconstitution. Et de la reconstitution. De la plante ou de l'animal dans son entier. Voilà. Alors, il faut savoir que les collections du stéphanien de l'école des mines ont été faites par secteur, par sondage ou par secteur. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a... Géographique. Ouais, c'est le secteur géographique. Donc on est parti de Saint-Étienne et on a remonté la vallée. Donc il y a plusieurs sondages et la classification de ces collections s'est faite par rapport à ça. Donc bassin de la Loire, donc ça commence par les lettres BL. BL, ça veut dire bassin de la Loire, avec un numéro qui correspond à un endroit bien précis. Plein de sites différents qui remontent la vallée. Et Firminy, Roche-la-Molière, tout ça. Donc, et ça s'arrête où? Et après, ça continue jusqu'à Ternay-Communé. On dit que le bassin stéphanois a une forme de gigot. Ça fait une forme de gigot. Du coup, là, tout le défi pour Michel et pour le pôle qui travaille là-dessus, c'est justement de passer de cette classification par secteur géographique à une classification des échantillons d'un point de vue botanique pour avoir un panel représentatif de la végétation, de la flore, de l'époque. Aujourd'hui, avec les problématiques que l'on connaît, les problèmes de ressources, de matières premières, d'énergie, de biodiversité, de pollution, d'exploitation, d'environnement. Donc ce sont des thèmes en fait où la notion de base c'est quand même le système Terre, la planète Terre, et les sciences de la Terre c'est la géologie. Donc ces sciences-là doivent revenir en fait, et tout le monde en a bien conscience. Donc à la fois il y a la question patrimoniale, historique, mais il y a aussi cette matière-là, ça va être le moyen de parler de ces sujets et de former nos étudiants. Et donc la géologie est en train de complètement revenir dans l'actualité de la formation, de la recherche. Donc là, on est vraiment, enfin les planètes s'alignent, j'ai envie de dire. Et donc la géologie revient sur le devant de la scène et du coup c'est, parce qu'il y a un fondement scientifique, voilà, légitime.
Il faut savoir que les activités extractives sur la France métropolitaine, je précise bien métropolitaine, puisqu'il y a quand même des activités minières en Nouvelle-Calédonie et en Guyane, se sont arrêtées dans les années 90. Les dernières mines de charbon se sont arrêtées en 2004, je crois que c'est la Houve qui a fermé en 2004, et au niveau de la métallurgie, enfin au niveau des métaux, ça s'est arrêté dans les années 90, ce sont des mines d'antimoine et d'uranium qui ont été les dernières actives en France. À partir de ce moment-là, les politiques ont considéré que ça servait peut-être plus à rien de continuer à faire de la géologie si on n'avait plus rien à tirer de notre territoire. Or, on s'aperçoit, et c'est ce que disait Ségolène, qu'avec la révolution qui est en train d'arriver, parce que c'est une véritable révolution qui est en train d'arriver au niveau des ressources, et en particulier au niveau des problèmes énergétiques, ces ressources vont être importantes à exploiter, et en France, on a ce genre de ressources. En particulier, on parle du lithium. Là, on a sur l'école des mines, on a des échantillons de lithium qui proviennent de sites qui seront peut-être potentiellement exploités dans les années qui viennent. Donc, c'est important de conserver ces échantillons parce qu'ils pourront servir de référentiel. Voilà.